Le taux directeur de la Banque d'Israël a été augmenté de 0,25%, ce qui le met à un record depuis 2006. Les conséquences de cette augmentation sont à double tranchant. Et tout de suite, nous retrouvons l'économiste Daniel Guggenheim pour la revue de la presse économique. Bonjour Daniel. Bonjour. On va commencer avec un sujet important qui, on va dire, inquiète bon nombre de gens qui ne comprennent pas ce que fait le directeur de la Banque d'Israël, puisque la Banque d'Israël a encore augmenté ses taux. Donc on voudrait savoir quelles vont être les incidences sur les consommateurs et puis aussi sur les entreprises. Oui. Est-ce que c'était une bonne chose en fait ? Tout à fait. Excellente question, comme d'habitude. Oui, on se demande. Alors, je voudrais la chose suivante. D'abord, je donne les faits. Nous sommes donc passés à un taux directeur de la Banque d'Israël de 4,75%. La plupart des prêts qui sont donnés en Israël par le secteur bancaire sont donnés selon ce qu'on appelle le prime, c'est-à-dire le taux bancaire, qui lui est fixé 1,5% de plus que cela, c'est-à-dire 6,25. Et cela veut dire que, en fait, on est, d'après la plupart des économistes, dans un taux qu'on appelle un taux d'intérêt réel, c'est-à-dire au-dessus de l'inflation prévue. En Israël, on prévoit une inflation pour les 12 prochains mois d'autour de 3%. Donc on est largement au-dessus de ce taux-là. Et généralement en économie, la théorie économique a montré que lorsqu'on est dans des cas comme ça se termine souvent par une récession parce que les acteurs économiques ont de plus en plus de mal à poursuivre leur activité, que ce soit au niveau des entreprises ou que ce soit au niveau des ménages. Donc ça, c'est une première chose. Et est-ce qu'il devait le faire ? Alors, il s'est justifié dans des interviews en disant « Si je ne l'avais pas fait, alors à ce moment-là, on serait maintenant à une inflation en Israël de plus de 10%, comme on a dans certains pays. » On peut ne pas obligatoirement être d'accord avec ça. Il y avait peut-être d'autres moyens d'éviter cette augmentation de l'inflation virtuelle, on va dire. Parce qu'on n'est pas encore à 10%, heureusement pour nous. D'accord. Et en plus, ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, la Fed, effectivement, a augmenté énormément ses taux. D'ailleurs, Israël fait comme eux et on arrive au même taux. Mais eux, l'inflation est passée autour de 9 à 5%. En Europe, on est passé aussi autour de 10 à autour de 6-7. On aurait pu baisser la TVA aussi. Alors qu'en Israël, on est toujours autour de 5%. Et qu'en fait, beaucoup d'économistes disent en Israël, il y a d'autres sources de l'inflation. On en avait parlé, je crois, la semaine dernière. Par exemple, le fait que que le shekel ait beaucoup baissé, ça a fait augmenter, par exemple, quand les gens partent à l'étranger ou bien certaines importations. Maintenant, la Banque d'Israël a 200 milliards de dollars, par exemple, dans ses caisses, qu'elle a accumulé à un moment donné où le shekel, où il fallait lutter pour acheter du dollar pour faire baisser le shekel. Il peut très bien surprendre le marché en achetant du shekel. Il peut, même moins que ça, faire une simple déclaration aux investisseurs en disant « Moi, je crois dans le shekel, j'ai plus peur de la réforme juridique », enfin, des choses qu'il avait dit le contraire à l'époque. On peut donner des signaux et des fois ça marche très très bien et très très fort, montrant qu'Israël, je rappelle récemment dans cette émission, a des possibilités d'exportation très fortes. Et d'ailleurs, il a dit qu'il y a des très bons notes économiques et qu'on a réussi. Donc ça, il aurait pu faire. Maintenant, il faut le savoir, puisque vous avez bien posé la question, pour les entreprises, augmenter les taux d'intérêt, ça veut dire augmenter les coûts de production, puisqu'il y a des frais financiers dedans. Pour les ménages, augmenter comme il a fait les mashkanta, ça fait augmenter le taux, ça fait augmenter les mashkanta. Les mashkanta, et donc ça fait augmenter les prix de location, comme on en a parlé la semaine dernière, 9%. Et donc ça, c'est très important dans l'indice. C'est un quart de l'augmentation du dernier indice. C'était dû à ça. Et donc, il faut voir que c'est à double tranchant et que ça fait augmenter certains prix. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on augmente les taux. Il y a eu beaucoup de ramdam autour des propositions de Barkat, notamment qui a voulu virer la chef de l'autorité de la consommation pour dire que c'était de sa faute, que tout ça était de sa faute. Je vous dis des fois au micro que s'il y a quelque chose à critiquer, je le dis. Alors je dirais même, vous avez été gentil, d'abord je ne critique pas les gens en tant que tels, il faut faire très attention, je parle de politique, et moi je dirais même gesticulation. Comme il n'arrive pas, lui, dans le ministère d'économie, un de ses fonctions, comme d'ailleurs la commission économique à la Knesset, la même chose, voit faire en sorte que les prix n'augmentent pas trop, et il voit qu'il n'y arrive pas. Alors on essaie de trouver
des sortes des boucs émissaires. Alors il a dit, c'est à cause de la chef de l'autorité de concurrence qui ne fait pas bien son boulot, donc je vais la virer et comme ça les prix vont baisser. D'abord, elle dit qu'elle fait bien son travail, elle est allée intervenir auprès de la conseillère du gouvernement, c'est pas sûr d'abord qu'il pourra la faire partir, la renvoyer, mais en plus, c'est pas depuis cette dame Michal Cohen qui est venu le problème des monopoles, et il y a un grand carcan juridique, et c'est pas évident de faire comme ça, et ça me paraît un peu bizarre de faire tout porter sur elle. Une deuxième chose qu'il a fait, et ce qui était à mon avis encore plus bizarre, et ça les économistes ont fait remarquer, il a envoyé 15 lettres aux plus grands producteurs en Israël et importateurs en disant « Je veux savoir vos profits pour montrer, comme ça je montrerai aux gens combien vous gagnez et combien vous gagnez sur chaque produit importé ?» Oui, sur chaque produit, de façon globale, en Israël en vendant, et donc ça me permettra de faire pression sur vous moralement pour faire baisser les prix. Ces données-là sont connues, parce que toutes ces entreprises dont on parle, que ce soit OSM qui est producteur, par exemple, qui a reçu cette lettre, ou bien les diplomates qui importent, sont des sociétés qui sont ou cotées à la bourse en Israël, ou qui sont cotées au Nasdaq ou en Amérique. Donc leurs comptes sont transparents. Les comptes sont transparents, donc c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui est juste pour le montrer qu'il fait quelque chose. Et même, si juridiquement après il voudra faire quelque chose, il faut savoir qu'en Israël, il y a énormément de carcans juridiques qui permettent à ces sociétés d'aller en justice et de dire non, le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut faire, ça c'est fait, que ça soit pour AOSEM. On va dire, vous avez appelé ça de la gesticulation, ok. Ça va, beaucoup de bruit pour rien, en gros. Oui, je pense à ce geste-là. Et moi, si il y a à mon avis, là, la bonne chose serait à faire, ça serait une table ronde entre les différents secteurs partenaires économiques, Banque d'Israël, gouvernement, patronat et syndicats, comme ça se fait des fois, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que les syndicats ont donné beaucoup, puisque l'accord de salaire qu'ils ont, ils ont des accords de salaire très, sur le temps très étalés. Donc, ils ont aidé dans la lutte contre l'inflation. Le gouvernement pourrait faire des choses comme baisse la TVA ou des choses pareilles. Ouais. On verra. Bon, on va parler d'un autre sujet qu'on peut comparer au RSA. Ça s'appelle en hébreu Aftachat Achnasa, donc c'est le revenu minimum. Et alors, apparemment, il y a une diminution historique du nombre d'Israéliens recevant ce revenu minimum. Ça a énormément baissé depuis 20 ans, c'est impressionnant. Tout à fait. Donnons les chiffres. D'abord, vous avez dit, avant de donner les chiffres, vous avez dit il faut bien, donc vous avez donné la bonne définition. En France, on appelle ça le RSA, et en Israël, Aftachat Achnasa. C'est destiné aux gens qui n'ont pas de travail et qui montrent qu'ils ne peuvent pas trouver de travail et qui n'ont pas réussi à trouver, et donc reçoivent cette Aftachat Achnasa pour ce revenu minimum, justement pour ne pas être sans rien du tout. L'État d'Israël, par solidarité, comme dans la plupart des pays, ne veut que les gens aient un minimum. Alors il y a 20 ans, on en était où ? Combien de personnes, combien d'Israéliens recevaient ce revenu minimum ? Juste que je dise, pour pas oublier le chiffre, d'abord combien on reçoit, 1900 shekels par personne et 3200 si c'est un couple avec 2 enfants. Donc, il faut savoir qu'il y a ce droit. Et deuxièmement, vérifiez bien si vous avez au moins ce minimum. Maintenant, en ce qui concerne les chiffres. Il y a 20 ans, c'est-à-dire en 2003, après la dure politique agressive capitaliste de Netanyahou, on était à 200 000 personnes qui recevaient donc cet Aftachat Achnasa, en français ce RSA. Et c'est bien plus important puisqu'à l'époque, on était à une population beaucoup plus grande, au contraire, moins importante que maintenant. Et à l'heure actuelle, c'est la première fois d'ailleurs, on est maintenant en 2023, on est passé en dessous des 50 000, on n'est plus qu'à 48 000 personnes qui ont reçu en mois d'avril, donc ce RSA, cet Aftachat Achnasa. Alors c'est plutôt un bon signe. Tout à fait. Malgré l'inflation, malgré les prix et la vie chère, apparemment certains s'en sortent mieux. Non, c'est-à-dire, c'est pas malgré l'inflation, c'est un autre sujet. L'inflation et la vie chère, elle existe, et on en a parlé, on espère qu'ils résoudront le problème. C'est le problème de la pauvreté, c'est-à-dire d'arriver en fait qu'il y ait le plein emploi. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, cet indice-là de gens qui reçoivent cet Achnasa est publié par les services de l'emploi. Et ils appellent ça le pouls du travail. Et ils disent, d'ailleurs pour nous, c'est une réussite parce que ça montre que le nombre de gens les plus précaires
qu'on doit aider baisse. Oui, mais enfin, alors ça baisse, mais on sait très bien que c'est un chiffre, on va dire, qui cache un peu, comment dire, malgré tout, le problème des travailleurs pauvres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être toucher 1200 shekels, c'est pas avec ça qu'on va vivre en Israël par mois, et qui n'ont pas le droit à ce revenu minimum, puisque le delta est très, très court entre 1900 shekels, officiellement, voilà, décidé pour donner ce revenu minimum, et ce que gagnent les travailleurs pauvres, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Il y a peut-être un plein d'emploi, mais tout le monde n'arrive pas à s'en sortir non plus. D'abord, vous avez tout à fait raison. Je voudrais juste revenir. Au moment où on était en plein Corona, ce chiffre-là était revenu à 80 000. Et le fait qu'on est maintenant revenu à 48 000 veut dire que depuis ce moment-là, on a le plein emploi. Ça se voit d'ailleurs. Malgré ce que même certains organes essayent de montrer qu'Israël va pas bien, ils sont obligés de dire non, mais l'emploi, ça marche très très bien. On est à 3,1%. Et on a même baissé le mois dernier. Et ce qu'on arrive à voir, c'est que même les gens qui sont qui ont aucune qualification trouvent un emploi, et que les gens, il y a un salaire minimum dans ce cas-là qui est calculé. Bien sûr. Et que même, et de notre côté, que même les gens qui gagnent un grand salaire, comme dans la haute technologie ou autre, où il y avait une baisse de demande, on avait peur justement qu'il y ait une augmentation de chômage à ce niveau-là, on remarque qu'il y a une baisse de demandeurs d'emploi dans ce secteur, c'est-à-dire qu'ils ont eux aussi trouvé maintenant de l'emploi. Okay, bon, maintenant, effectivement, ça ne résout pas le problème, que vous avez raison, qu'il y a un problème social en Israël, qu'il y a des gens même, on peut pas vivre décemment avec ces chiffres-là, c'est évident, mais c'est encore une fois, il y a d'autres aides qui ont été données. Je vous rappelle d'ailleurs que dans ce budget, il y a eu aussi, il leur sera donné des bons alimentaires à beaucoup de gens, donc il y a une aide qui sera donnée aussi à ces gens-là. Israël essaie de faire des efforts sur ce chemin-là. On va continuer avec une autre nouvelle, c'est la révolution de la loi des finances pour les portefeuilles digitales. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on va suivre le chemin des États-Unis, Daniel? Oui. Il faut expliquer à nos auditeurs que lorsqu'il y a un budget qui a été voté d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle une loi de finances qui l'accompagne. On dit que c'est pour aider à faire mieux appliquer le budget. En fait, souvent, ça permet de faire passer des réformes plus rapidement que des années, comme dans beaucoup de domaines. Et une des petites révolutions qui a eu lieu, c'est le fait que les portefeuilles digitales pourront maintenant rémunérer les dépôts. De quoi il s'agit? Il y a par exemple Paybox, en Amérique Facebook, Beat et tout ça, sont ce qu'on appelle en Israël des portefeuilles digitales. Les gens peuvent remplir leur portefeuille, mettre de l'argent combien ils veulent dedans, et avec ça, ils payent. Et donc ça, les gens connaissent ça en Israël. Maintenant, l'argent qui est maintenant là-dessus n'est pas rémunéré, donc parce que c'est uniquement pour payer. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait une loi qui interdisait à ces organes-là de rémunérer cette épargne. Et il y a eu, donc la commission d'économie a fait dans cette loi de finances qui accompagne le budget la permission, sous certaines conditions, à ces portefeuilles digitaux de rémunérer l'épargne des gens qui mettront là-bas de l'argent. Alors, la Banque d'Israël, d'abord, s'est beaucoup opposée à ça, parce qu'elle a dit, mais normalement, c'est quelque chose il n'y a que les banques qui peuvent faire ça. Et nous vérifions, quand une banque donne rémunère un dépôt, nous vérifions qu'elle peut le faire, qu'elle a de la liquidité pour ça, que ce qu'elle en fait, ça lui permettrait de payer, etc. Donc, quoi s'employer? Qui vous dit là-bas, les gens vont mettre de l'argent dans les portefeuilles digitaux, et qui vous dit que après, ils seront remboursés. Alors, d'abord, ça sera très régulier. Deuxièmement, c'est pas la Banque d'Israël, mais ça a été prévu que c'est l'autorité des marchés financiers qui permettra ce genre de choses. Donc, il y aura aussi une régulation et il y aura aussi un contrôle qui sera fait. Je ne sais pas quand ça sera mis en place parce qu'il faut des décrets d'application, des choses comme ça. Mais ce que moi je vois en tout cas, et je pense que c'est une des raisons entre nous que la Banque d'Israël s'oppose à ça, c'est qu'elle voit de là une concurrence au dépôt bancaire ou même au compte en Israël dans l'argent qui n'est pas rémunéré. Parce que ça obligera psychologiquement d'abord les banques de rémunérer l'argent que vous avez dans votre compte plus que ce qu'elle fait maintenant et peut-être d'augmenter, on espère, les dépôts bancaires. Et peut-être, en dernière chose, ce qu'on appelle les Keren Kaspi, dont je parle souvent ici, les SICAV monétaires, s'ils auront le droit aussi de mettre du dépôt là-dedans, je ne sais pas, il faudra voir, ça leur permettra d'avoir encore quelque chose qui leur permettra d'augmenter la rémunération qu'ils donnent au jour le jour à leurs clients. Donc, c'est une bonne chose, et surtout la façon dont c'est fait.
Bon, alors on te remercie pour ces éclaircissements. On va continuer avec une nouvelle, la veille de Shavuot, qui réjouit tout le monde, franchement. Israël va-t-elle sauver l'humanité de la famille grâce à son blé sauvage et à la recherche? C'est la question qu'on se pose et elle est forcément pour nous d'actualité, cette semaine. Alors, Oui. est-ce que ça va être possible? Est-ce que c'est une utopie ou une réalité qui pointe son nez? Oui, d'abord, Shavuot, on dit souvent dans la presse, on parle du lait, du miel, combien les Israéliens en consomment, mais... La fête des moissons. Mais il faut surtout parler du blé. Bien sûr. Comme on s'est dit hors antenne avec Ruth, qui est, on appelle ça, et déjà dans la Bible, on parle que Shavuot, c'est le moment où on apporte les prémices du blé au temple, donc c'est vraiment, on peut dire... Glaner les épis de blé, bien sûr, dans les champs. Alors, le sujet dont je vais vous parler, surtout a été publié il y a quelques mois, lorsqu'il y a eu le problème de l'Ukraine, on a eu peur qu'il y ait plus blé dans le monde. Et donc, on a dit la chose suivante. En Israël, il existe un centre de recherche sur le blé qui fait ses recherches à partir de ce que Aronson avait déjà découvert en 1906. Aronson, qui est très connu pour être le chef de Nili, et il a été aussi un grand botaniste. Et il a remarqué qu'en Israël, il y avait ce qu'on appelle la mer du blé, c'est-à-dire le blé qui était sauvage, qui était à l'état de la création, et il a remarqué qu'il avait des propriétés qui permettaient de résister à la chaleur et aux maladies. Or, nous sommes, même si le problème de l'Ukraine peut se résoudre au niveau du blé, en tout cas au niveau de la sécheresse dans le monde entier, c'est un sujet qui inquiète les dirigeants mondiaux. On parle même des endroits où on avait jusqu'à maintenant assez de pluie. On parle même qu'en France, j'ai vu une augmentation très importante de la sécheresse. Et donc, ce genre de découverte qui a été fait en Israël est très importante. De quoi il s'agit donc? Il y a un centre de recherche en Israël sur le blé qui fait à partir de ce qu'avait fait Aronson, qui a réussi d'abord, il y a quelques mois, à découvrir tout le génome du blé. Ça veut dire il a fait tous les gènes du blé, il sait exactement, ça a été quelque chose c'est même plus, ils ont dit c'est plus compliqué que le génome humain. Cette recherche a été financée par un fonds israélo-américain d'une valeur de 110 millions de dollars. Et d'après ce fonds-là, qui a depuis 40 ans financé des recherches, il dit parmi les milliers de recherches que j'ai financées, c'est parmi les 3 meilleurs pour le monde entier qui est arrivé. Et en fait, on va prendre donc du blé, des gènes du blé israélien pour le mettre dans le reste du blé et pour permettre justement au blé de pouvoir lutter mieux contre les maladies et contre la sécheresse. Maintenant, il faut savoir qu'en Israël, par exemple, il y a 1 million de dunams qui est chaque année planté de blé. Ça représente un tiers d'ailleurs de ce qu'on plante en Israël. Il y a un problème d'eau aussi et que ça ne représente que 10% de ce qu'on consomme et même de ce qu'on consomme l'homme, seulement 2,5% parce que 7,5% va pour les animaux. Et donc on est loin de résoudre notre l'autoconsommation de blé. Mais c'est possible que non seulement pour Israël, ça serait quelque chose d'extraordinaire, mais pour le monde entier. Et donc, c'est bien que Shavuot, on parle justement qu'Israël pourrait être la lumière des nations, même à ce niveau-là. Bon, alors en tout cas, on en profite pour souhaiter une bonne fête de Shavuot à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, merci.